Ce lieu est avant tout un lieu de mémoire vivante. C'est pourquoi il est essentiel d'entendre aujourd'hui, comme tous les 7 avril à venir, la parole des rescapés. Nous écoutons maintenant le témoignage de Madame Jeanne Ouimabazi. Messieurs les présidents de la République, Madame la Première Dame, chers invités et chers rescapés, il y a 32 ans, presque jour pour jour, le 5 juin 1994, j'atterrissais à Orly. Avec 31 autres enfants, nous étions grièvement blessés. À l'initiative de Médecins du Monde, nous avions été évacués en France afin de recevoir des soins médicaux dont nous avions besoin. Je me souviens que tout me semblait irréel, presque dénué de sens. Ce n'était pas que j'ignorais la chance qui m'était offerte sur le plan médical, mais plutôt que j'étais encore plongée dans ce hors-temps propre au génocide, où la réalité ordinaire peine à retrouver sa place. Je savais seulement que ce que nous venions de traverser nous dépassait. Nous venions de survivre au crime absolu, le génocide perpétré contre les Tutsis. Cette réalité ne pouvait rester confinée au silence. Témoigner relevait presque d'un ultime acte de résistance contre l'oubli et l'effacement auquel nous étions promis. Mais comment témoigner? Même 32 ans plus tard, les mots restent insuffisants pour dire ce que signifie être confronté au crime de génocide. C'est une expérience qui échappe à toute représentation. Comment se présenter ce que fait la perte d'1 million de personnes à l'échelle individuelle et nationale? Quel langage pourrais-je trouver pour dire le drame que constitue la perte de 3 générations de ma famille, dans le même espace-temps? Ainsi, au contact d'une telle dévastation, les mots se rétrécissent. Ils ne parviennent ni à restituer pleinement la violence que nous avons subie, ni même à mesurer l'étendue de la perte. J'avais 16 ans, je vivais à Kigali avec ma famille, c'était les vacances de Pâques. Nous préparions avec beaucoup de joie le baptême de ma petite nièce Ornella, âgée de 11 mois. Première petite fille de la famille. La cérémonie devait se tenir le dimanche 10 avril. Le 6 avril, je devais me rendre chez ma grande sœur dans le quartier de Nyamirambo afin de m'occuper de ma petite nièce et permettre à ses parents de finaliser les derniers préparatifs du baptême. Mais mon oncle Joseph était de passage chez nous juste pour une nuit. Alors j'ai reporté mon départ le lendemain afin de pouvoir passer un peu de temps avec lui. Nous l'adorions. Si j'avais été chez ma grande sœur, probablement que je ne serais pas là devant vous. La soirée s'est déroulée normalement. Nous avons dîné puis nous sommes allés nous coucher. Vers 22h30, la personne qui travaillait à la maison est venue réveiller mes parents pour leur annoncer que l'avion du président Habyarimana venait d'être abattu et que les miliciens Interahamwe érigeaient déjà des barrières aux abords du quartier. Le 7 avril, très tôt, vers 5h du matin, papa nous demande de quitter la maison familiale parce que ça devient trop dangereux pour aller nous cacher avec ma tante et sa famille dans une maison en construction à proximité de leur domicile. Lui et mon oncle Joseph restent à la maison pour la surveiller, pensant sans doute que la situation finirait par se calmer. Quelques heures plus tard, papa sera assassiné devant notre domicile par les militaires de l'armée rwandaise. Mon oncle Joseph parvient à s'enfuir
Nous allons prendre la fuite à notre tour. Et dans la panique, je perds de vue les membres de ma famille. Nous avions tous en tête que la seule chance de survie était de parvenir à gagner une des bases des militaires de l'ONU, la Minoire, située à environ 500 mètres, à l'école technique officielle de Leto. L'école technique officielle Leto. Mais le quartier était sous le contrôle des milices et des militaires de l'armée rwandaise, rendant tout déplacement dangereux. Alors je demande à une famille voisine Hutu de me cacher. Il refuse. La suivante accepte, mais le lendemain, cette dernière me demande de partir, car ma présence représente une menace pour eux. Je tente alors de me diriger vers la base des casques bleus en arrivant sur la route principale menant à l'école de Leto. Un des casques bleus posté à l'entrée me fait signe de me dépêcher. Arrivé auprès des militaires, il a fallu finalement négocier pour qu'ils m'autorisent à entrer dans l'école. À partir de ce moment-là, j'ai la certitude que je suis sauvée. Mon inquiétude concerne désormais ma famille, qui finit par arriver également à l'école. Nous n'avons pas de nouvelles de ma grande sœur Yvonne, âgée de 26 ans, et de son mari Laurent, âgé de 36 ans, et leur petite fille, qui habitait dans le quartier de Nyamirambo. Je me rassure en pensant que mon beau-frère, employé au PNUD, pourrait avoir été évacué avec sa famille aux côtés de ses collègues internationaux. Il n'en saura rien. Pendant quelques jours que je passe à Leto, nous observons les soldats de l'ONU effectuer des allers-retours, ramenant des civils occidentaux de leur domicile à cette école. Arrive le 11 avril, dans la matinée, nous voyons ces derniers préparer leurs affaires en vue d'un départ, y compris les religieux en charge de la gestion de l'école. L'organisation des départs se déroule avec une tension palpable. Certains Rwandais en possession de passeports tentent de figurer sur la liste d'évacuation. Un ministre de l'opposition, Boniface Ngulinzira, présent avec sa famille avec nous, demande également de partir. Mais les casques bleus refusent, jugeant son évacuation trop dangereuse pour eux. La peur commence à gagner un certain nombre d'entre nous devant cette nervosité inhabituelle des casques bleus. Et nous savons, et ils savent aussi, que les miliciens encerclent toujours l'école. Nous leur demandons alors si eux aussi allaient partir. Ils nous répondent qu'ils vont rester encore 3 semaines et que peut-être ils seront relevés ensuite. Vers 13h, les civils occidentaux montent dans les véhicules et partent à l'aéroport de Kigali, escortés par les camions des casques bleus. Nous sommes environ 2000 personnes réfugiées à cette école, essentiellement Tutsis. Après leur départ, les militaires de l'ONU restés avec nous montent un stratagème. Ils nous invitent à entrer à l'intérieur des bâtiments en nous disant que le déjeuner allait être servi. Les gens ont commencé à entrer. Pendant ce temps, les casques bleus chargent leurs camions avec une extrême nervosité. Une jeep militaire arrive à ce moment-là avec 3 militaires français à l'intérieur. Les militaires de la Minoire commencent à démarrer leur véhicule pour partir. Un moment de panique se crée, les gens crient. D'autres sont dans un état de sidération. Alors, nous nous mettons à travers leurs camions. D'autres s'accrochent au véhicule. Et là, ils tirent en l'air. À ce moment-là, nous ne savons pas s'ils sont en train de nous tirer réellement dessus. Nous nous couchons par terre
D'autres se mettent à courir dans tous les sens. Un des casques bleus nous demande de les laisser partir et nous dit que les militaires français allaient rester avec nous. Ils démarrent leur camion à toute allure, précédés par la Jeep française. Tous s'en vont. Ils nous abandonnent. Ils avaient reçu l'ordre. Leur seule présence aurait suffi à nous protéger. Après un tel acte, j'ai encore des questions qui sont restées sans réponse. Je me demande toujours quelle a été la chaîne de responsabilité. Pourquoi les responsables ont bénéficié d'une impunité totale et ont poursuivi leur carrière sans avoir à rendre des comptes? L'instant d'après, les militaires et les miliciens étaient déjà là. Ils nous ont d'abord regroupés près de l'usine de Sonatube. Puis nous ont fait marcher jusqu'à un quartier qui s'appelle Nyanza à Kitchukiro. Et là, ils ont fait le travail, comme ils disaient. Tout mon monde s'est disloqué à cet endroit-là. J'ai perdu mes voisins aussi, mes amis que je connaissais depuis la maternelle, les amis de mes parents et bien sûr ma propre famille, ma mère Angéline qui avait 46 ans, ma sœur Marie-Josée qui avait 19 ans, mes oncles, mes cousins, mes cousines. La liste est longue. Très peu de personnes ont survécu. À ce moment-là, je n'étais pas encore blessée. Et à la tombée de la nuit, nous avons été encore quelques-uns tentés de nous cacher encore dans le petit bois aux alentours. Puis ils nous ont retrouvés le lendemain. Nous avons été blessés à la machette. Et certains n'ont pas eu la chance de survivre. Le surlendemain, allongés dans les herbes, nous avons entendu à nouveau des pas qui s'approchaient de nous. Quelqu'un m'a touché la joue et j'ai ouvert les yeux. C'était un soldat du FPR. Ils m'ont transporté d'abord dans une maison située aux alentours. Et un des soldats, prénommé Victor, je crois, est resté quasiment la moitié de l'après-midi à tenter de me nourrir patiemment. Il m'a littéralement insufflé la vie. Là où moi-même, je ne voulais plus y croire. Plus tard, ce sera le capitaine Evode qui se démenait pour trouver une solution à nos multiples difficultés avec gentillesse. Nous avons été amenés à l'hôtel Rivero, situé sur les hauteurs de Kigali, réquisitionné par le FPR, pour y loger des rescapés. Ils nous ont donné des vêtements propres. Ils nous ont soignés avec les moyens du bord, tout en continuant à se battre contre les génocidaires. Durant notre traversée des ténèbres, ils ont représenté à nouveau l'humanité. Ils nous ont arrachés de l'anéantissement. Alors, Monsieur le Président de la République française, chers invités, pour la première fois depuis 32 ans, permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ses hommes, ma plus profonde reconnaissance.
Nous vous devons notre vie. Merci. Par la suite, nous avons été évacués au CND puis au camp de Byumba, une région qui avait été sécurisée par le Front patriotique rwandais. J'ai quitté donc cet hôpital début juin, accompagné par le personnel du Médecins du Monde, pour venir me faire soigner en France, dans le sud de la France, accueillie dans une famille d'accueil, devenue ma nouvelle famille. Grâce à elle, j'ai ainsi pu trouver des ressources nécessaires pour me reconstruire et vivre la vie pleinement. Comme je le disais précédemment, j'ai souhaité témoigner très tôt, dès que ma santé me l'a permise, pour que le monde sache. Mais également parce qu'en France, dès la fin du génocide perpétré contre les Tutsis, nous nous sommes heurtés particulièrement ici à un puissant négationnisme. Alors nous avons témoigné encore et encore, aux côtés de l'association Ibuka. Car un proverbe rwandais dit « La vérité traverse le feu, mais ne s'y brûle pas. » Aujourd'hui, nous éprouvons à la fois une grande satisfaction et du soulagement devant l'existence de ce mémorial à Paris, ici à Paris, et en ce lieu même. Son édification constitue d'abord une forme de réparation symbolique face à l'entreprise d'anéantissement qui nous visait. Il réinscrit durablement la présence des personnes disparues dans l'espace public. Il constitue une œuvre de pédagogie, un espace de questionnement permanent adressé à nos contemporains. Il est une œuvre de transmission destinée aux générations futures et il offre aux plus jeunes une possibilité de comprendre, de questionner et d'apprendre. Pour toutes ces raisons, je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République française, mes sincères remerciements pour avoir rendu possible la réalisation de ce mémorial. Nous savons également que le chemin de la réparation passe nécessairement par la justice. À cet égard, la condamnation en France de plusieurs responsables de génocide constitue une avancée importante. Toutefois, permettez-moi de formuler ici un vœu. Que les prochains procès relatifs aux crimes commis durant le génocide se déroulent dans les lieux dans lesquels ils ont été commis et devant les principaux concernés. Il est essentiel que les rescapés et les familles des victimes puissent assister, s'ils le souhaitent, au procès des individus poursuivis pour le génocide. Il est difficilement concevable qu'ils se tiennent devant des salles de tribunaux, ici en France parfois presque vides, donnant parfois le sentiment que la justice s'exerce à distance de celles et ceux qui ont subi des crimes jugés. La justice constitue aussi un espace de confrontation entre les faits, les auteurs et les crimes, et les victimes. Et c'est de ces moments-là qu'ils sont privés, si nécessaire, à un travail de deuil. Je vous remercie.